Salut Internet. 2 ans après la vidéo sur les rois français, on s'attaque à un thème réclamé des centaines de fois. Alors, par où commencer? Parce que qui dit roi britannique dit Écosse, Angleterre, Pays de Galles et Irlande du Nord. Bon, pour cette dernière c'est assez facile, ça date que du XXe siècle, plus ou moins. Pour les 3 autres en revanche, c'est compliqué. Le Pays de Galles a été longtemps morcelé en plein de petits royaumes, l'Écosse on en reparlera tout à l'heure, focusons-nous donc sur l'Angleterre. « 924, Édouard l'Ancien meurt. À l'époque du règne d'Édouard, la partie sud de la Grande-Bretagne est découpée en plusieurs royaumes, et est en plus envahie par des vikings danois. Édouard c'est le premier qui dit « God damn it, ça suffit », qui fight les vikings et rallie progressivement plusieurs royaumes sous son aile. Un petit peu avant sa mort, la situation de la Grande-Bretagne est la suivante. En Écosse, le roi Constantin II est quasiment l'unique big boss, parce qu'il existe aussi le royaume de Strathclyde. En dessous, on a le royaume viking de York, et au sud, les prémices de ce que sera l'Angleterre unie. Bon, et puis comme je te l'ai dit, hein, évidemment, il y a le Pays de Galles, le relou, encore fragmenté en plein de petits royaumes. Et puis tout là-haut, il y a un petit bout des Hybrides qui semblait être contrôlé par le même roi que l'île de Man, mais ça c'est pas trop sûr. C'est le fils d'Édouard l'Ancien, Athelstan, qui en 927, lorsqu'il conquiert le royaume viking de York, prend le titre de roi des Anglais. C'est la première fois de l'histoire que la partie plus ou moins actuelle de l'Angleterre est plus ou moins unifiée. Malheureusement à sa mort, le royaume de York est reperdu et surtout, il n'a pas d'enfant. C'est donc son demi-frère, Edmond Ier, qui monte sur le trône. Il y restera environ 7 ans, et malheureusement le 26 mai 946, alors qu'un voleur attaque un de ses officiers, le roi Edmond porte secours à son homme, mais se fait lui-même tuer, et pas l'officier. C'est quand même pas de bol. Alors, il a bien 2 fils, Hedwig d'un côté, Edgar le Pacifique de l'autre, qui visiblement aimait bien se déhancher torridement, mais ils sont trop jeunes pour prendre la place d'Edmond. C'est donc un autre fils d'Édouard l'Ancien qui devient roi, Edred. C'est quand même fou de se dire qu'entre 899 et 955, donc en 56 ans, la zone a été dirigée par un père et 3 fils. Je veux dire, on est qu'au 4e roi et c'est déjà un petit peu un scénario de série. Et encore, je fais soft, hein. J'aurais pu complexifier un petit peu en vous disant qu'une des filles d'Édouard l'Ancien s'est mariée avec le père du Capet, et ainsi relier cet arbre à celui des rois de France. Mais alors, bon, d'une, gardons cette vidéo courte, hein, lol, et de deux, de toute façon, les 2 arbres se croiseront évidemment un petit peu plus tard. Ok, on y retourne. Edred. Le gros fait marquant de son règne, c'est la soumission du reste de la Northumbrie, de tout le coin viking en gros. Et pourtant, il avait en face de lui un cliché de viking, Éric Ier de Norvège, surnommé Éric à la hache sanglante. Il tenait ce surnom parce qu'il aurait décapité 17 de ses 18 frères. Yes. Et du coup, bravo Edred, hein, quand même. Après lui, c'est finalement Hedwig, son neveu, qui prend la couronne et qui est représenté d'une façon très nue. Et par contre, il a une de ses beubards alors qu'il est mort à 18-19 ans. Pendant son règne, son frère Edgar prend la régence de la Mercie et de la Northumbrie, puis de l'ensemble du royaume quand Hedwig décède. Edgar a 4 enfants, un garçon qui meurt en bas âge, une fille qui devient religieuse, et surtout, Édouard et Altered. Le petit souci, c'est qu'apparemment, tout porte à croire qu'Édouard serait un fils illégitime. Et ça, tu t'imagines bien, ça le fait moyen auprès de la noblesse si un fils illégitime monte sur le trône. Malgré son jeune âge, Altered est préféré par beaucoup, et mais non, c'est bien le fils illégitime Édouard qui monte sur le trône pour à peine 3 ans. Il se fait mystérieusement assassiner, tiens, et son demi-frère finit par s'emparer de la couronne. Alors depuis, Édouard est considéré comme un saint, hein, comme un martyr, alors que son frère Altered a comme surnom le Malavisé. Yes. Ah oui, et je t'ai pas dit, la mère d'Edith, la religieuse, s'appelait Wolf Street. Est-ce qu'elle aimait les loups, Wolf Street? Non, arrêtez, soyez honnête, j'ai quand même un humour assez exceptionnel. Ok, on reprend. Pendant le règne d'Altered, les Vikings n'arrêtent pas de lancer des raids contre l'Angleterre, et le roi paye de lourds tributs annuels pour être tranquille. Mais à un moment, bon, il est roi d'Angleterre le mec, hein, il sature un petit peu de se faire racketter et décide d'exterminer tous les Danois présents en Angleterre, histoire de faire passer un petit message. Bon, le moins qu'on puisse dire, c'est que le message passe super bien, d'autant plus que dans le lot, il y a la sœur du roi du Danemark qui est zigouillée. Évidemment, ce dernier débarque en 1013,
anglaise au niveau du port de Sandwich, ça existe bien. De là, il conquiert toute la zone et les Anglais se soumettent à une vitesse folle. Altered prend ses jambes à son cou et la couronne anglaise tombe donc entre de nouvelles mains. C'est ainsi que s'achève notre première lignée de rois anglais, la maison Wessex. Le roi danois qui réalise l'exploit de prendre le trône d'Angleterre s'appelle donc Sven à la barbe fourchue et au regard pas droit aussi visiblement. Et fun fact assez cool, Sven est le fils de Harald Ier de Danemark qu'on surnommait Harald à la dent bleue et c'est en s'inspirant de son surnom que le terme Bluetooth a été inventé. Alors après pourquoi on le surnomme à la dent bleue et pas aux dents bleues, peut-être qu'il en avait qu'une, ou alors qu'il avait toutes ses dents mais une seule était bleue, ou juste noire puisque son nom en vieux norrois veut en fait dire dents bleu noir, dents sombres. Dans ce cas il avait peut-être une seule dent dégueulasse. Ou juste il aimait les myrtilles et ça rendait une seule de ses dents bleues. Ou peut-être qu'il mangeait tellement de myrtilles que justement il ne lui restait qu'une seule dent à la fin. Et bleu du coup, hein, c'est sucré quand même des myrtilles. Ouais. Quoi qu'il en soit, avec Sven, on entre donc dans la longue lignée de la maison Jelling. Longue lignée qui durera 5 semaines. Ouais, Sven meurt assez rapidement et Altered reprend son poste de roi dans la foulée et pour de nombreuses décennies bien prospères. C'est faux, Altered meurt 2 ans plus tard. C'est son fils, Edmond Côte de Fer, qui reprend les rênes en avril 1016. Dès le début de son règne, il fait face à un adversaire redoutable qui tente de faire tomber l'Angleterre, Knut le Grand, le fils de Sven à la barbe fourchue, qui vient continuer ce que son père avait commencé. Edmond arrive à résister un petit moment, mais en automne de la même année, Knut revient avec une armée de fous et explose Edmond. Les deux négocient alors une paix toute relative. Knut obtient la Mercie et la Northumbrie et Edmond garde la partie sud de la Tamise. Et 3-4 semaines plus tard, Edmond meurt. Personne sait trop de quoi ou comment. Ça fait évidemment les affaires de Knut, qui devient donc le nouveau roi d'Angleterre et qui rétablit la maison de Jelling. Et là, non franchement c'est un coup de maître. Pour asseoir sa position, Knut se marie avec Emma de Normandie, la veuve d'Altered, son ennemi juré quand même. Ils auront ensemble le descendant légitime au trône, Knut le hardi. Il y a donc eu Knut le père et Knut. Voilà, c'est une version plus hard du papa, je sais pas trop. Lorsque son père meurt, Knut est au Danemark en train de se fighter avec le roi norvégien et il nomme donc à la régence de l'Angleterre Harold Pied de Lièvre, son demi-frère, que Knut avait eu avec une première femme. Harold déjà c'est un bon chasseur, c'est pas pour rien qu'on l'appelle Pied de Lièvre, mais surtout, régent ça lui va pas. 2 ans après sa nomination, il s'auto-proclame roi et tant pis, son frangin avait qu'à être là. Bon et puis comme d'hab, de toute façon les mecs meurent tous au bout de 2 ans, donc Knut revient reprendre son trône tranquillou en 1040 en prenant soin d'exhumer le corps de son traître de frère et de le jeter dans un marais. Avant sa mort, Knut n'ayant pas d'enfant, il désigne comme successeur un autre demi-frère mais par sa mère cette fois-ci, Édouard le Confesseur, fils donc d'Emma de Normandie et d'Altered. Mais oui, c'est ça qui est fou. Je sais qu'il se passe 1000 choses, qu'on a l'impression que des siècles s'écoulent, mais non, quand Édouard le Confesseur monte sur le trône en 1042, le règne de son père n'est terminé que depuis 26 ans. Il y a eu 4 rois différents entre les deux quand même. Bon pareil, Édouard n'a pas de descendance, décidément. Il nomme donc de son vivant Édouard l'Exilé, fils d'Edmond Côte de Fer comme futur successeur, mais il meurt avant le roi, c'est absolument pas pratique. C'est finalement le frère de la femme d'Édouard le Confesseur, Harold Godwinson, qui chope la couronne. Et là, ouais, c'est vraiment là que niveau succession, ça va partir en courge. C'est pratique les légumes, ça permet d'utiliser des mots vulgaires sans les dire. Bon, quand Harold devient roi, il a quand même un énorme problème. Il y a 2 prétendants au trône qui trouvent qu'il n'est clairement pas légitime. Le premier, c'est quelqu'un que tu connais forcément, le grand Guillaume le Conquérant. Pour te le placer dans la lignée, c'est le petit-fils du frère d'Emma de Normandie. C'est compliqué, je sais. Et le deuxième prétendant, c'est Harald Hardrada. Lui, il se considère légitime car, ok, faut s'accrocher, c'est l'oncle de Magnus Ier de Norvège, et Magnus, à l'époque de Knut, avait conclu un pacte avec ce dernier, disant que le premier des deux qui mourrait héritait des royaumes de l'autre. Alors, Knut étant mort le premier, Magnus avait donc récupéré le Danemark, mais on l'a vu, pas l'Angleterre. Et puisque Magnus est mort, Harald veut donc récupérer l'Angleterre. Ouais, moi non plus, je trouve pas ça forcément très logique, mais quoi qu'il en soit, Harald se lance à l'assaut, débarque au Yorkshire, et là, les armées d'Harold Godwinson viennent à sa rencontre, ils éclatent le roi norvégien qui meurt sur place. Le premier problème est réglé, sauf qu'au même moment, coucou, le deuxième problème vient d'arriver. L'armée de Guillaume le Conquérant a traversé la Manche et se trouve au sud de l'Angleterre. En seulement quelques jours, le roi anglais doit retraverser tout le pays avec son armée qui évidemment est crevée et pas aussi fraîche que celle de Guillaume. Et résultat, ouais, défonçage en règle. Harold meurt, Guillaume monte sur le trône et on entre donc dans l'ère de la maison des Normands.
Alors si, bon, je précise qu'avant son sacre, il y a bien eu Edgar Attling, petit-fils d'Edmond Côte de Fer qui revendique la couronne, mais vu la puissance de Guillaume, il a back up assez rapidement et s'est vite soumis au big boss normand. Guillaume règne pendant 20 ans et c'est pas facile tous les jours. Gérer 2 royaumes séparés par la mer, il en fait des allers-retours. Moi quel mal de mer, j'aurais jamais pu. Il doit essuyer des révoltes un petit peu partout, même son fils Robert à un moment se rebelle contre lui. Et d'ailleurs, en parlant d'enfants, Guillaume en a eu beaucoup, mais surtout 4 fils, Robert donc, puis Richard, Guillaume et Henri. Logiquement, puisque Robert est maintenant un ennemi, bah c'est pas lui qui va hériter de la couronne, hein, c'est Richard qui héritera du royaume d'Angleterre, mais oups, comme c'est dommage, il meurt par accident pendant une partie de chasse, alors que son frère Guillaume était aussi présent. Eh ben zut, c'est ballot ça, hein. Quoi qu'il en soit, quand Guillaume le Conquérant meurt, il s'est finalement rabiboché avec son fils Robert, à qui il offre le duché de Normandie. La couronne d'Angleterre est-elle pour le 2e fils en vie, Guillaume II, le roux. Voilà, son père c'était le Conquérant, lui c'est le roux, vous en tirez les conclusions que vous voulez. Et pour son 3e fils, Henri, Walou. Enfin des sous quoi, hein, mais pas de terre, pas de couronne, rien du tout. Pendant ses 12 ans à la tête de l'Angleterre, Guillaume II a du mal à gérer ses relations avec son frère Robert qui est un peu, beaucoup jaloux, on se le cache pas. Et puis un jour, pendant une partie de chasse à laquelle participe le dernier frère, là, Henri, dans la même forêt, comme par hasard, où le frangin était mystérieusement mort, paf, une flèche dans le cœur du roi. C'est quand même pratique pour Henri, hein, qui fonce réclamer le trône dans la foulée. C'était pas une super idée de chasser dans cette forêt apparemment pour cette fratrie, d'autant plus qu'un an avant, c'est le neveu de Guillaume et Henri, Richard, le fils de Robert, qui est mort exactement au même endroit. C'est assez louche tout ça. Ah ouais, et je voulais aussi rajouter dans l'arbre William, l'autre fils de Robert, uniquement parce qu'il s'appelle William Clito et que c'est juste beaucoup trop drôle pour le skip. Voilà, je suis désolé, hein, j'ai 5 ans. Enfin bon, quoi qu'il en soit, Henri a quand même beaucoup de chance d'être au bon endroit au bon moment, et notamment parce que Robert revenait de croisade et pouvait pas être là pour revendiquer le trône. Ok, on a donc la tête d'Henri sous la couronne. Henri a eu au moins 3 garçons, mais 2 illégitimes, son successeur tout désigné, et donc son fils, Guillaume Adelin. Tout petit problème, mais vraiment rikiki, hein, c'est rien du tout. Guillaume embarque sur un bateau pour traverser la Manche avec des dizaines de nobles, de barons, de cousins, cousines, etc. Sauf que, bon, ils se prennent un rocher, le bateau coule, mais heureusement, comme par miracle divin, l'unique survivant est, vous devinerez jamais, le boucher. Ouais, le boucher du bar, Guillaume, non, lui, il a pas survécu, Guillaume. Évidemment, ça la fout mal pour Henri, qui fait alors jurer à toute la haute sphère politique anglaise, enfin ce qu'il en reste, hein, je te rappelle qu'il y a plein de barons qui sont morts dans le même naufrage, qu'à sa mort, ils mettront sur le trône sa fille. Ouais, et ben il devait quand même croiser quelques doigts, parce que quand Henri meurt bêtement en mangeant du poisson avarié, personne ne veut de Mathilde comme reine. C'est Étienne de Blois, le neveu d'Henri, qui a les faveurs des nobles et de l'église, qui le préfère clairement à Mathilde et qui le couronne. En même temps, il reste quand même le plus âgé des petits-enfants de Guillaume le Conquérant. Mathilde refuse de se laisser faire, et pendant des années, une guerre a lieu entre les deux, mais Étienne finit sa vie en tant que roi et nomme comme successeur légitime Henri II, le fils de Mathilde. Pas rancunier le monsieur. Et est-ce que vous savez qui est la femme d'Henri II au moment de son couronnement? Aliénor d'Aquitaine, qui fut donc reine d'Angleterre après avoir été reine de France, car mariée à un moment avec Louis VII. Louis VII qui a pas l'air très jaloux d'ailleurs, puisqu'il accepte que sa fille, Marguerite, se marie à l'âge de 2 ans avec un des fils d'Henri II et Aliénor, lui-même âgé de 5 ans, Henri le Jeune. Le Jeune, pas parce qu'il s'est marié avant de savoir jouer à la console, mais bien parce que son père l'a fait couronner à l'âge de 15 ans, afin d'être sûr qu'à sa mort, il y aurait pas de problème de passation de pouvoir. C'était bien calculé en vrai, mais c'était sans compter qu'Henri le Jeune se révolte contre son père et rallie avec lui quelques-uns de ses frères. En même temps, faut le comprendre, ok, il est roi, ok, il a des terres et tout, mais il a 0 responsabilité. Tant que son père est vivant, lui, il contrôle rien du tout. Ça veut dire pas de rentrée d'argent, et donc, c'est chiant, pas de rentrée d'argent. Finalement, qui dit révolte dit profiteur. Le comte de Flandre, le roi d'Écosse, plein de hauts barons se disent que c'est le moment et s'allient à Henri le Jeune contre Henri II. Bon, mais c'est Henri II en face quand même. Il bousille tout le monde, et quand Henri le Jeune meurt, son père est encore vivant. Niveau descendance, c'est donc compliqué. Il a eu plusieurs fils légitimes, mais Guillaume est mort il y a un bail, Henri le Jeune, on l'a vu, et Geoffroy, idem. Il restait donc Richard l'aîné et Jean le Benjamin. Henri II étant en froid avec Richard, il a voulu donner la couronne à Jean, et c'était sans compter que le fait que Richard s'est fait pote avec le roi de France qui fit pression, et même le pape fit pression. Hein. Donc Richard est devenu roi. Ah Richard, je t'admire un petit peu. Moi aussi j'aimerais que mon surnom soit une marque de camembert 1000 ans après ma mort. Richard, cœur de lion. En 10 ans de règne, Richard n'alla que quelques mois en Angleterre,
d'Angleterre ne parla jamais anglais, est parti faire la troisième croisade avec Philippe II, le roi français, main dans la main, comme de bons vieux potes, alors que sur la fin ils se sont quand même bien fait la guerre. Ah oui, et il fit aussi construire le fameux château Gaillard dont on a parlé dans la vidéo sur les lieux insolites de France. Quand Richard meurt, le trône revient à Jean sans terre, qui avait été baptisé comme ça par son père, parce qu'il était le dernier de la fratrie et qu'en héritage, il n'aurait nada, même pas de terre, d'où Jean sans terre. Bah maintenant il est roi, Jean, c'est le big boss, alors chais, comme on dit dans le milieu. À sa mort, il laisse 5 enfants légitimes, dont le plus âgé, Henri, vient tout juste d'avoir 9 ans. Il est trop jeune pour régner, et pendant un temps, la régence du pays va être maintenue par Guillaume le Maréchal, un des chevaliers les plus badass de l'histoire, qui s'est fight dans plein de batailles et qui mériterait vraiment une vidéo entière. De ses 70 à ses 73 ans, il s'occupe donc du royaume, qui est remplacé à sa mort par Hubert de Bourg, qui reste régent jusqu'à la majorité d'Henri. 57 ans de règne le Henri III, hein. GG, t'es le 4e monarque anglais en termes de longévité de règne. Après Henri, c'est facile, Édouard Ier, puis Édouard II, puis Édouard III. Alors, Édouard III, il est intéressant parce que pendant son règne de 50 ans, il s'est passé deux choses assez grosses dans l'histoire. Déjà, c'est un petit peu par sa faute que la fameuse guerre de 100 ans, qui a duré 116 ans, se lance. Une histoire de certes, je suis roi d'Angleterre, mais je suis aussi le petit-fils de Philippe IV par ma mère, donc je voudrais être aussi roi de France, s'il vous plaît. Et si ça suffisait pas, entre 1347 et 1352, il y a entre 30 et 50% de la population européenne qui meurt à cause de la peste noire. Donc ouais, Édouard III, un règne plutôt calme dans l'ensemble. Il eut aussi pas mal de fils, mais son aîné, Édouard de Woodstock, étant mort avant son père, le trône revient à Richard II, le petit-fils. Vers la fin de son règne, Richard n'ayant pas d'enfant, un cousin, Henri de Bolingbroke, se sent bien d'être le prochain, ça crée des tensions, et Richard prend une décision radicale, il exile Henri et le déshérite. Comme ça, il y a absolument aucun risque. Enfin presque, hein, parce qu'un jour, alors que le roi se trouve en Irlande pour conquérir un petit peu plus de terre, hop, Henri débarque, rallie du monde et contrôle l'Angleterre. Richard se rend, Henri IV monte sur le trône et est le premier roi de la maison de Lancastre. La suite c'est facile, Henri IV donc, puis Henri V et Henri VI. Et boy, ce qu'on a des trucs à dire sur Henri VI. Déjà, il fut roi à l'âge très avancé de 9 mois. Ensuite, son père fut roi d'Angleterre, certes, mais son grand-père maternel et son oncle furent tous les deux rois de France. Bah oui, Henri VI est le petit-fils de Charles VI, Charles VI qui était aussi le beau-père de Richard II. Tu comprends pourquoi il y avait autant de conflits entre les deux royaumes ou pas? Pendant son règne, Henri VI a la chance de connaître la fin de la guerre de 100 ans. Youhou! Et le début 2 ans après de la guerre des Roses. Ah! Comme tu l'as compris, ils s'aiment pas trop dans la famille et il y a surtout tension avec quelqu'un qu'on n'a pas encore présenté. Pour ça, faut remonter un peu vers un autre fils d'Édouard III, Edmond de Langlais, qui a eu Richard, qui a eu Richard, qui a eu Édouard. Édouard n'aime pas Henri VI. Et Édouard veut être roi à la place du roi. Et c'est ce qu'il fait. Il débarque à Londres, emprisonne Henri VI, qui perd un peu la boule en plus, et se fait sacrer. Édouard IV marque donc le début de la maison d'York. Pour 9 ans, avant d'être lui-même fait prisonnier, et qu'Henri VI remonte sur le trône, pour 5 mois, avant qu'Édouard ne le refasse prisonnier et redevienne roi. C'est compliqué. En tout cas, pour pas continuer des années comme ça, Édouard va au plus simple, il fait assassiner Henri. Voilà, comme ça, c'est réglé. Édouard IV a plein d'enfants, mais c'est surtout Édouard V qui nous intéresse, parce qu'à la mort de son père, il a 12 ans. Son oncle, Richard de Gloucester, est nommé Lord Protecteur, le régent en quelque sorte. Mais avant qu'Édouard soit officiellement couronné, il est déclaré illégitime, et paf, tonton Richard s'engouffre dans la brèche et devient Richard III. Pendant son règne, évidemment, il y a encore des histoires de famille, cette fois-ci avec une branche qu'on n'a pas encore vue. Remontons un peu au niveau de Catherine de Valois. Je te le rappelle, fille de Charles VI, roi de France, et femme d'Henri V, roi d'Angleterre. Ce que je t'ai pas dit, c'est qu'à la mort de ce dernier, elle s'est remariée avec un certain Owen Tudor. Eh, réveille-toi! Promis, c'est la seule blague que je tente sur son nom. De leur union naquit Edmond Tudor, qui s'est marié avec l'arrière-petite-fille du grand-père du premier mari de sa mère. T'es perdu, c'est normal. Bon, et donc cet Edmond Tudor, il a eu comme fils Henri Tudor, aka Henri VII, et c'est lui qui va tenir tête à Richard. Les deux se retrouvent sur un champ de bataille seulement 2 ans après le début du règne de Richard et victoire des troupes d'Henri. Richard est tué, Henri prend la couronne, et pour être certain que ces histoires d'héritiers à droite à gauche des différentes branches de la famille cessent, il se marie avec Elisabeth d'York, la nièce de Richard. C'est vraiment un délire ces histoires de famille. Et puis, fun fact, Richard III est le seul roi à avoir été enterré sous un parking. Enfin en tout cas c'est là qu'on a retrouvé ses ossements en 2012, hein, sous un parking. Bienvenue donc dans la maison Tudor. C'est à ce moment dans mes recherches que je me suis dit, bon, la vidéo est déjà assez longue, hein, mais c'est cool, on arrive au XVIe siècle, ça va se calmer niveau passation de pouvoir et...
J'aurais pas pu être plus loin de la vérité. La vraie histoire bordélique ne fait que commencer. Après Henri VII, son fils, Henri VIII, qui n'eut pas moins de 6 épouses, mais seulement 3 héritiers légitimes, Marie, Élisabeth et Édouard. À l'époque, la succession est simple, la couronne va au fils aîné, et s'il n'y a plus de garçon, à la fille aînée. Édouard devient donc Édouard VI à la mort de son père. Malheureusement, il tombe gravement malade avant même sa majorité, et désigne comme héritière du trône, non pas ses sœurs, mais bien sa petite cousine, Jeanne Grey, la petite fille d'Henri VII, qui a tout juste 16 ans. Elle monte sur le trône pendant 9 jours. Ouais, forcément, Marie apprécie moyen la nomination, elle réunit des partisans, marche sur Londres, se fait couronner reine et fait exécuter Jeanne pour trahison. Marie Ier se marie avec ce beau gosse, quelqu'un dont on a déjà parlé il y a un bon moment sur la chaîne, Philippe II. Et oui, une reine d'Angleterre mariée avec un roi d'Espagne. On peut maintenant relier cet arbre avec celui de l'histoire bordélique des rois d'Espagne. Les 3 arbres de la chaîne sont connectés, c'est extraordinaire. Quand on y pense, Marie, son père fut roi, son frère fut roi, son mari fut roi, et puisqu'elle n'a pas d'enfant, sa sœur fut reine. Un beau palmarès familial. D'ailleurs, Élisabeth, parlons-en, son règne fut assez long et elle dut notamment gérer une guerre entre Angleterre et, non pas la France, mais l'Espagne. Ouais, Philippe II s'est marié avec une sœur et a fait la guerre à l'autre une fois que la première était morte. Seulement, gros souci pour les Anglais, Élisabeth non plus n'a pas eu d'enfant et il y avait plus trop d'héritiers possibles. Pour la suite, il faut donc remonter un poil dans l'arbre, ici, parmi les enfants d'Henri VII, et notamment parler de cette gentille dame, Marguerite Tudor. À l'époque, Henri VII et Jacques IV, le roi d'Écosse, signent un accord de paix perpétuel entre leurs 2 royaumes. Et pour le sceller, Jacques IV se marie avec Marguerite, la fille donc d'Henri VII. Ensemble, ils ont eu Jacques V, ce dernier a eu comme fille Marie Ier d'Écosse, et on arrive à Jacques VI, donc roi d'Écosse. Est-ce que tu le sens venir? Eh ben oui, l'Angleterre lui a gentiment demandé de prendre la place vacante. Mais attention, l'Angleterre n'a jamais eu de roi qui s'appelait Jacques, James en anglais. Donc il devait se rebaptiser Jacques Ier. Dès qu'il passait la frontière Angleterre-Écosse, il changeait de numéro, un gros délire. Jacques VI d'un côté, Jacques Ier de l'autre. Et oui, il est le premier à être techniquement roi d'Écosse, d'Angleterre et d'Irlande. Et en plus, il est marié avec Anne de Danemark, histoire de lier encore quelques royaumes. À tous les coups, elle en plus, elle descend de machin à la dent bleue ou de trucs j'ai décapité tous mes frères là. À sa mort, la couronne de Jacques VI-1 revient à son fils, Charles Ier. Tout se passe bien pendant son règne, jusqu'à ce que ce gars, Oliver Cromwell, aide le parlement anglais à renverser la monarchie et à décapiter Charles. Le parlement nomme alors Cromwell Lord Protecteur. Hurrah, ce n'est plus une monarchie. Alors ok, Cromwell dissout un temps le parlement, il a quasiment tous les pouvoirs, il nomme son fils à sa succession, mais rassurez-vous, ce n'est plus du tout une monarchie. Après lui, Richard, son fils donc, est l'ordre protecteur pendant quelques mois avant que la société se dise que, quand même, on était mieux en vraie monarchie. Allez hop, Charles II, fils de Charles I, arrive dans la place, et à partir de là, c'est facile, c'est qu'une histoire de descendance relativement simple. Non, mais non, évidemment que non. Charles II meurt sans descendance légitime, le pouvoir revient donc à son frère, Jacques II, ou Jacques VII si t'es écossais. Le problème de Jacques, c'est que, déjà, il aime un peu trop les mangeurs de grenouilles, faut pas oublier que son cousin n'est autre que my boy Louis XIV, the French King of the Sun, mais surtout, Jacques est catholique. Et c'est moyen d'être catholique à ce moment-là, vaut mieux être protestant. La noblesse le sent pas du tout et accueille à bras grands ouverts l'armée de Guillaume III d'Orange, un beau gosse hollandais qui s'avère en plus être le mec de Marie II, la fille de Jacques II-7. Le couple règne quelques années mais meurt sans descendance, la couronne revient à l'autre fille de Jacques, Anne. Pendant son règne, elle passe de reine des Anglais à reine de Grande-Bretagne. Ça y est, Angleterre et Écosse ne forment officiellement plus qu'un. Enfin, plus ou moins, bien sûr. Anne est tombée 17 fois enceinte, on se dit que ça va être facile pour les héritiers, mais non, malheureusement, pas un seul de ses enfants n'atteint l'âge adulte. Et on se retrouve une énième fois à devoir trouver un nouvel héritier. Alors, il y en a, c'est pas le problème, il y en a beaucoup même des prétendants au trône, mais tous catholiques. Pour trouver l'héritier protestant le plus proche dans la ligne, faut remonter jusqu'à Jacques I-6 et surtout sa fille, Élisabeth Stuart. Elle-même a eu une fille, Sophie de Hanovre, la mère de Georges Ier, le premier maillon de notre dernière chaîne. La suite va assez vite, et pour le coup, c'est vrai. Georges I, puis 2, puis 3, puis 4. Alors, attention, le 4, c'est le fils du 3, mais le 3, c'est le petit-fils du 2. Et sinon, tu te souviens qu'au début, il y avait genre 5 rois pour 25-30 ans de règne. Là, on vient de faire quasiment 120 ans en seulement 4 rois. On sent qu'on approche de la révolution industrielle. Georges IV n'a pas d'enfant, donc la couronne passe à Guillaume IV, son frère. Pareil, lui n'a pas d'enfant légitime. La proba qu'aucun des 3 fils aînés de Georges III n'ait aucun héritier légitime est quand même assez faible. Heureusement,
Malheureusement, il y a un quatrième frangin, Édouard. Au décès de Guillaume IV, c'est sa fille qui prend le relais, la grande reine Victoria. Presque 64 ans de règne, elle n'est dépassée que par un seul autre monarque chez les Britanniques. Dis-toi, elle est morte en 1901 alors que son père était né dans les années 1700. Et quand je vois cette photo de la reine avec son fils, son petit-fils et son arrière-petit-fils, on est d'accord qu'on dirait Elisabeth de fou, non? D'ailleurs, le photographe ne le savait peut-être pas à ce moment, mais il avait devant son objectif les 3 prochains rois. Après Victoria, c'est en effet son fils Édouard VII qui prend la couronne, suivi par George V et Édouard VIII. Édouard VIII qui sera notre dernier cas particulier, tout simplement parce qu'il a jamais été sacré et qu'il a abdiqué au profit de son frère même pas un an après le décès de son père. Pourquoi? Eh bien par amour les amis, par amour. Il était inconcevable pour lui de ne pas vivre sans la femme de sa vie, Wallis Simpson. Mais il était aussi inconcevable pour la couronne d'être sur la tête d'un homme se mariant avec une américaine doublement divorcée. Unacceptable. On arrive donc à George VI, le papa d'Elisabeth II. Elisabeth II, 68 ans de règne au moment où sort cette vidéo. Et pour le futur alors? Eh bien les règles de succession ont changé en 2011 et sont assez simples. L'enfant le plus âgé du monarque, peu importe si c'est un garçon ou une fille, est le premier en ligne. Et s'il a des enfants, eh ben c'est ses enfants qui sont à la suite. Donc en général c'est pas ouf d'être le dernier de la fratrie. Par exemple, ce monsieur, Édouard de Wessex, dont franchement on n'a jamais trop entendu parler, il était 3e dans l'ordre de succession à sa naissance, il y avait juste ses 2 frères, Charles et Andrew devant. Maintenant avec les enfants de William notamment, il est passé 11e. Génial. Enfin voilà, hein, je crois qu'on est bon. Voici l'arbre plus ou moins détaillé des différents rois et reines britanniques. J'espère que vous comprenez pourquoi il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment, c'était un petit peu long à faire comme vidéo. Merci à plusieurs d'entre vous, notamment via Insta ou par email, qui m'ont aidé à base de cours de fac et autres anecdotes. Et notamment merci Brian qui m'a donné l'intégralité de ses cours, ça m'a fait gagner un temps fou. Promis, on n'attend pas un mois pour la prochaine vidéo, elle arrivera bien plus vite. Allez, salut Internet.